Les dauphins font partie de ces animaux qui ont de nombreux fans. Tout cela est dû à leur morphologie extrêmement simple à reconnaître. Celle-ci leur confère une apparence qui plaît et enchante beaucoup les gens. À cela s'ajoutent plusieurs caractéristiques comme leur intelligence, leur organisation sociale, mais aussi un aspect qui n'est pas très pris en compte mais que je considère influe dans leur popularité. Ils sont associés à la mer, des êtres qui nécessitent un milieu aquatique pour survivre. Mais cela peut aussi créer une erreur, à savoir qu'ils vivraient uniquement en mer, c'est-à-dire en eau salée, ce qui est faux puisqu'il existe des spécimens qui vivent dans des eaux peu salées ou douces. L'un d'eux, qui possède également une particularité surprenante, est le dauphin rose. Ces vertébrés sont endémiques de l'Amérique du Sud et sont distribués principalement dans les grands fleuves de la région amazonienne. Ils parcourent le bassin de l'Amazone et de l'Orénoque, qui traverse et étend ses eaux à travers différents pays, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela et le Brésil. Des eaux caractérisées par un flux rapide, limitées par des cascades, peu profondes, et qui se divisent en canaux, embouchures, lacs. Ce mammifère voyage aussi dans ces eaux dont la salinité diminue avec l'éloignement de la mer, et qui, en saison sèche, peuvent être coupées, mais en saison des pluies, peuvent déborder. Ils ont appris ces événements et à les identifier, et ne s'aventurent donc pas trop à se déplacer pour ne pas rester coincés. C'est un odontocète d'eau douce qui s'adapte à d'autres salinités et dont on connaît 3 sous-espèces occupant différentes zones pluviales. Sa longueur moyenne est de 2 mètres à 2 mètres 30 cm pour un poids de 100 à 150 kg. Sa couleur est principalement rose, de manière uniforme ou en taches sur tout le corps, ce qui lui donne ce nom. Les jeunes sont gris et il existe aussi des spécimens aux couleurs plus foncées, d'autant que la clarté de l'eau affecte leur couleur, pouvant leur donner d'autres tonalités. Leur corps est légèrement cylindrique et robuste. Un fait curieux est qu'aucune de leurs 7 vertèbres cervicales n'est fusionnée, comme c'est le cas chez d'autres mammifères où l'atlas et l'axis forment une seule pièce, ce qui leur permet une plus grande mobilité de la tête malgré l'absence d'un cou bien défini. Ils possèdent des nageoires triangulaires au lieu de membres similaires à ceux d'un mammifère terrestre, ainsi qu'une nageoire dorsale qui dépasse du dos, très différente de celle de leurs cousins marins, car elle ressemble à une bordure avec un léger prolongement de 30 à 60 cm. Ces adaptations sont probablement dues au fait que les courants ne sont pas aussi puissants qu'en haute mer. Leur crâne, avec un museau plus allongé, présente d'autres différences avec leurs parents marins. Des yeux plus petits, le melon de leur front, qui est l'organe récepteur permettant l'identification du son qui rebondit lors de l'écolocalisation, est moins gros, semblable à un ballon peu gonflé, dont ils peuvent modifier la forme grâce aux muscles proches. Sur la partie supérieure, ils ont des vibrisses, en d'autres termes des poils tactiles. Ce sont des différences significatives qui les séparent pour former leur propre espèce. Leur museau a des dents coniques qui parcourent toute la périphérie des 2 mâchoires, tandis que leurs narines se trouvent sur le dessus de la tête et s'appellent les vents, qu'ils ferment sous l'eau et ouvrent pour respirer, expulsant ainsi l'eau accumulée dans les voies respiratoires supérieures, moment où l'on peut observer l'intérieur de cette cavité. Le dimorphisme sexuel se concentre sur la taille. Les mâles sont visiblement plus grands que les femelles, et leur ton rose tend à être plus prononcé que chez les femelles de l'espèce. Contrairement à ce que l'on observe chez d'autres dauphins, le dauphin rose a tendance à être solitaire, et on voit rarement plus de 3 congénères ensemble. Ils ne forment pas de hiérarchie, mais on les a tout de même vus s'agresser entre eux pour la nourriture ou en période de reproduction. Cependant, avec d'autres espèces, ils ont créé une symbiose, où on peut voir des loutres géantes chasser différentes proies avec eux. Ils se déplacent lentement, à une vitesse d'1,5 à 3,5 km par heure, ce qui est la norme lors de leur déplacement. Mais ils peuvent atteindre des pointes de vitesse de 14 à 22 km par heure, nageant à contre-courant, démontrant qu'ils ne sont pas rapides mais peuvent maintenir cette vitesse pendant un temps considérable. Ils ne plongent pas à des profondeurs importantes, d'autant que leurs nageoires dépassent à peine de la surface. Les dauphins sont aussi connus pour créer certaines activités avec les humains impliquant différentes actions. On les a vus se frotter contre des canoës, voire les déplacer pendant que les pêcheurs cherchent leur subsistance. Ils lancent des bâtons, jouent avec d'autres et taquinent d'autres animaux comme les tortues, étant très curieux et donnant l'impression de jouer. En captivité, ils sont réputés moins timides et agressifs que les dauphins à gros nez, mais en même temps, ils sont plus réticents à apprendre ou à exécuter des tours. Ce ne sont pas des animaux qui migrent de manière conventionnelle. On a observé qu'ils se déplacent en fonction de la profondeur de l'eau et de la saison,
ce qui leur évite de rester bloqués dans un endroit où la nourriture est rare ou inexistante. Ils communiquent par différentes méthodes, la principale étant la vocalisation, qui leur permet de signaler divers événements entre eux. Celle-ci leur permet aussi de localiser différentes situations sans les voir grâce à l'écolocalisation, en produisant différents sons à différentes intensités. De plus, le contact physique est important, ainsi que les gestes qu'ils font, comme ouvrir la bouche pour exprimer un événement, tel que le dégoût. Leur régime alimentaire est très varié en termes de proie. Ce sont des animaux carnivores, chassant surtout des poissons, mais on rapporte aussi qu'ils chassent des tortues, des crabes et des mollusques. Ils consomment 2,5% de leur poids corporel chaque jour. On les voit souvent près des cascades ou des embouchures, attendant des bancs de poissons. Lorsqu'ils se trouvent dans une zone en forme d'entonnoir, cela facilite leur capture. Les proies sont prises en embuscade et mordues pour être avalées. Leur symbiose les aide, une espèce les poussant vers leur position pour qu'ils coupent la retraite et que tous deux se nourrissent. On n'a pas déterminé s'ils sont monogames. On établit la polygynie ou la polyandrie comme mode de reproduction. Ce qui est établi, c'est que les mâles se battent férocement entre eux avec des agressions pour le droit de se reproduire, ce qui a conduit à théoriser qu'ils tendent vers la polygynie. Mais les autres formes ne peuvent être exclues. Les femelles entrent en période reproductrice sous influence hormonale entre les mois de juin et août, coïncidant avec la période de l'année où les niveaux d'eau sont les plus élevés. Le mâle victorieux effectue une parade consistant en des mordillements des nageoires. Si ce n'est pas réciproque, elle l'agressera, mais si c'est le cas, la copulation aura lieu. Chose curieuse, celle-ci peut se produire dans 3 postures différentes, de façon droite avec contact des ventres, l'un sur l'autre, ou les deux en direction opposée et joignant leur région caudale. La gestation se passe en saison sèche, où la diminution de l'eau rend les poissons plus faciles à capturer, car leur densité se concentre en des points moins étendus. Cela facilite grandement l'alimentation de la future mère, qui subira une gestation de 11 mois, donnant naissance à un seul petit ou deux par portée entre mai et juin, moment où le cours d'eau augmente. À la naissance, ils mesurent 80 cm. Le seul lien parental a lieu avec la mère, qui s'en occupe et les nourrit, leur enseignant tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Ils grandissent à raison de 21 cm par an. On a d'ailleurs vu des mères allaitantes en cours d'une autre gestation, ce qui nécessite de grandes quantités de nourriture pour surmonter cet événement. Il est donc normal que la reproduction s'espace d'1 à 3 ans, car l'allaitement dure plus d'1 an et le petit restera près de sa mère pendant 2 à 3 ans, avant de devenir indépendant et d'atteindre la maturité sexuelle vers 5 ans. On estime que leur durée de vie moyenne à l'état sauvage oscille autour de 30 ans, mais cela n'a pas été bien étudié sur une population générale, seulement sur de petits groupes d'études. Ils ont peu de prédateurs car ils se défendent bien en mordant ou en fuyant, mais les principaux sont les crocodiles et les anacondas, d'autres pourraient être les jaguars, mais ceux-ci préfèrent des proies reposant sur les rives et qu'ils peuvent embusquer. En captivité, ils vivent de 15 à 26 ans, mais peu de spécimens s'y sont adaptés, car il est difficile de reproduire les conditions de leur région dans un environnement humain. Ils ne sont pas classés dans une catégorie précise, car aucune population n'a été déterminée en raison de la difficulté de leur recensement. Néanmoins, on estime qu'ils sont vulnérables pour plusieurs raisons. La perte de leur habitat est importante, surtout avec la réduction des plans d'eau. La chasse par les pêcheurs pour 2 motifs. Leur chair est utilisée comme appât pour les poissons, et ils cassent les pièges pour capturer leur subsistance, ce qui déplaît aux pêcheurs. Ils peuvent aussi rester coincés dans les filets, bien que cela diminue avec la sensibilisation et la modernisation. Un autre problème est les infections, qui affectent énormément leur population. Mais le principal est la contamination de l'eau par le mercure, qui empoisonne les poissons et, par consommation, intoxique ces dauphins. Pour leur conservation, on cherche à améliorer et délimiter les réserves naturelles, à mieux gérer les déchets pour éviter qu'ils ne soient déversés dans les rivières et ne polluent l'eau, à sensibiliser aux problèmes pour trouver des solutions, et à encourager la recherche et l'enseignement sur ce spécimen, surtout auprès des personnes vivant à proximité. Leur rôle dans l'écosystème est l'équilibre de leurs proies, le mutualisme avec d'autres espèces et le tourisme, qui rapportent des millions de dollars pour les observer dans les pays qui les abritent. Un animal qui parcourt les fleuves d'Amérique du Sud, avec une couleur si surréaliste qu'elle semble venir d'un rêve. Mais non, il existe, avec un comportement contrastant par rapport à l'idée que l'on se fait d'un dauphin. Un exemple de plus que l'Amérique est un joyau en termes de biodiversité. Voilà le dauphin rose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime.
Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.